Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aux résidences étudiantes, tant d'un point de vue investisseur que d'un point de vue logement. Nous parlerons notamment de la crise du logement étudiant sur laquelle alerte notamment le groupe Clé et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Mortier, le PDG du groupe Clé, investisseur et gestionnaire de résidences pour étudiants mais aussi pour jeunes actifs. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois-ci à votre contrat d'assurance vie et plus particulièrement à la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie. Comment bien travailler cette clause bénéficiaire, donc lorsque l'on souscrit à son contrat ou tout au long de la durée de vie du contrat. C'est une question que nous poserons à Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, mais aussi à Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou au marché immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les résidences étudiantes, sur le logement étudiant avec Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé. Bonjour Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors le groupe Clé, pour le présenter très rapidement, c'est un groupe qui investit et qui gère des résidences pour étudiants mais pas que, pour jeunes actifs également. Vous avez notamment accès à IM à votre capital, majoritaire d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Et vous alertez, alors vous êtes plutôt bien placé pour savoir un petit peu comment fonctionne ce marché du logement étudiant, vous alertez sur ce qu'on pourrait appeler une crise du logement étudiant, à savoir beaucoup trop d'étudiants par rapport à l'offre qui existe, ou pour le dire autrement, beaucoup trop peu d'offres de logements étudiants par rapport au nombre d'étudiants qui existent aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est compliqué en France depuis une trentaine d'années de développer des cursus, de développer que ce soit des cursus privés ou des cursus publics d'université, parce qu'on a une offre de logement qui est extrêmement pauvre, que les gouvernements successifs ont pris des engagements qu'ils n'ont absolument pas tenus. Le dernier, c'était les 60 000 logements de la première mandature d'Emmanuel Macron. Il y a eu 35 000 logements qui ont été développés. Il y a quand même 2 700 000 étudiants en France pour 100 000 logements privés. Au total, un peu plus de 300 000 logements si on prend en compte les Crous. Bien sûr. Comment est-ce que vous voulez développer une offre éducative ou une offre d'enseignement et a fortiori une offre à destination éventuellement des étrangers avec tout ce qui se passe comme échange dans le monde si vous n'êtes pas capable de les loger? Donc un peu plus de 300 000 logements en résidence étudiante, c'est-à-dire de logements dédiés aux étudiants, c'est ça? Absolument, oui. Quand on parle de résidence étudiante, on parle forcément de logement neuf. Ça a un lien avec les difficultés qu'ont les promoteurs immobiliers à faire sortir des immeubles de terre, ou c'est deux sujets complètement différents? Non, ce sont des sujets qui sont complètement connexes. Évidemment, ça a un lien avec la difficulté que les promoteurs ont vis-à-vis des élus des villes et a fortiori aujourd'hui et dans des très grandes villes de France, des Bordeaux, Lyon, Strasbourg, à obtenir des permis pour développer du logement. Alors, il y a un peu des guerres de chiffres sur le nombre de logements dont on a besoin en France en début d'année, 200 000, 500 000. En fait, peu importe, de toute façon, on n'en construit pas assez, ne serait-ce que pour le besoin et le renouvellement de la population. Alors, a fortiori, pour les étudiants, qui a été le parent pauvre pendant des années, qui l'est toujours aujourd'hui, on a toujours l'impression, quand on est maire, que un étudiant va foutre un peu le bordel, que ce ne sera pas un électeur demain. C'est surtout ça, c'est que c'est pas forcément un électeur l'étudiant. C'est forcément un électeur. Parce qu'on va faire ses études dans une ville qui n'est pas celle où on réside, et donc c'est pas forcément l'électeur de. Alors c'est pas le meilleur moyen d'attirer des étudiants qui deviendront demain des électeurs et qui potentiellement créeront une entreprise dans votre ville que de ne pas être capable de les accueillir quand ils sont étudiants. Donc je pense qu'il faut se poser une question un petit peu en amont quand on est ces élus-là. Il faut se poser la question aujourd'hui de tout cet immobilier, notamment de bureaux, dans lequel il y a de la vacance, de plus en plus, évidemment, depuis la crise du Covid et a fortiori aujourd'hui, et qu'on pourrait restructurer en logement. Il y a plein de choses à faire. Justement, alors, parce que là, il y a un constat, c'est qu'il n'y a pas assez de logements dédiés aux étudiants, que ce soit sur une offre publique ou une offre privée. Pour autant, ces étudiants, ils se logent tous les ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, selon vous, aujourd'hui? Alors, les étudiants, ils se logent tous les ans. Ils vont se loger chez un oncle ou une tante quand ils vont faire leurs études à Bordeaux et qu'ils viennent de Toulouse. Ils vont prendre un petit studio de 8 mètres carrés ou une chambre de bonne de 8 mètres carrés dans des environnements qui ne sont pas tous salubres. On a vu les problèmes qui sont passés à Marseille il y a quelques temps sur le Mans. Tout ça, c'est un environnement
environnement de logement qui n'est pas pris en main. Alors moi, je veux bien que l'État ait envie de favoriser la French Tech, l'entrepreneuriat des jeunes, que des universités avec qui nous on dispute en France aient envie de développer des cursus internationaux et de faire venir des internationaux en France. Si on n'est pas capable de loger tous ces jeunes-là, ils vont les développer leur boîte et leur start-up à l'étranger, et on peut être sur les plateaux de Vivatech et lancer à corps et à cri qu'on a envie de développer la start-up et la French Tech en France. Il va falloir peut-être les loger. Et je reviens juste d'ailleurs sur ce que vous disiez sur la partie Colivine. Quand on voit des incubateurs, des grands investisseurs français qui sont obligés de développer leur propre résidence pour des jeunes start-upers qui ont envie de monter leur boîte parce que ces jeunes ne peuvent pas se payer, ne sont pas capables de se loger, on est à la tête à l'envers, quoi. Enfin, c'est pas normal. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans les pistes que vous évoquiez tout à l'heure, il y a effectivement récupérer des bureaux vacants, par exemple, pour les transformer en résidence étudiante. C'est ça, c'est aller récupérer de l'immobilier qui ne sert pas aujourd'hui pour le transformer en résidence étudiante. Bien sûr. Enfin, au bout de 2 ans, vous avez les élections municipales qui arrivent dans les 3 ans qui suivent et vous n'avez plus un maire qui a envie de délivrer un permis parce que celui qui construit, c'est un peu le grand fantasme, ne sera pas réélu. Et alors donc on laisse des immobiliers de bureaux entre guillemets à l'abandon, des investisseurs d'immobilier de bureaux qui n'ont qu'une envie, c'est restructurer leur patrimoine, qui d'ailleurs pour certains peut faire partie de contrats d'assurance vie ou d'environnements patrimoniaux X ou Y, et pour lesquels ils ne sont pas capables de servir le rendement qu'ils ont promis à leurs assurés et même potentiellement à leurs retraités. Tout ça, c'est des environnements qu'on pourrait complètement restructurer, répondre à la problématique de l'offre en regardant simplement ce qu'on a autour de nous et comment on pourrait le réimaginer. Alors, si on veut, en tant qu'épargnant, investir dans les résidences étudiantes, c'est un investissement qui est connu, on peut effectivement se dire qu'on va participer finalement au financement et donc à régler une partie du problème. Là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ça dépend du véhicule d'investissement. C'est-à-dire que si on investit en SCPI, vous dites pourquoi pas. Si on investit en LMNP, vous êtes moins favorable à l'idée. Alors, heureusement que cette méthode de défiscalisation pour les particuliers, parce que finalement, c'est juste une manière de défiscaliser une partie de son... Et d'investir en immobilier, quand même. Oui, d'investir en immobilier, mais au bout de 9 ans, une fois que vous avez fini votre défiscalisation et que vous vous retrouvez avec un studio à Limoges de 12 mètres carrés que vous n'avez jamais vu, dans lequel vous ne mettrez jamais un de vos enfants, je ne suis pas bien certain que ce soit un investissement immobilier réellement pérenne. Et accessoirement, quand vous retrouvez un des investisseurs dans un immeuble vendu à la découpe, alors que vous êtes donc dans un immeuble de 200 logements et donc vous êtes 200 copropriétaires, déjà quand on est 15 dans un immeuble, refaire les parties communes, c'est compliqué, mais alors quand on est 200, vous pouvez bien imaginer que ces immeubles, les capettes ne sont pas forcément faits, les travaux ne sont pas forcément faits. Au bout de 9, 10, 12 ans, c'est un peu laissé à l'abandon et vous retrouvez des maires qui disent « Moi, je ne veux plus faire de découpe, donc ce système de l'MNP qui a eu le mérite, même s'il n'est pas parfait. Il a drainé des investissements. Il a drainé des investissements. Oui. Il a permis de développer 80 000, 70 000, 80 000 logements sur les 100 000 privés en France au cours des dernières années. Aujourd'hui, soit l'entière majorité des logements privés aujourd'hui. 70-80%. Heureusement que des gens comme nous arrivent aujourd'hui pour en faire une classe d'actifs et amener des investisseurs un petit peu plus importants, parce que la découpe, ça, malgré tout, en fait, vous avez investi dans 2 logements étudiants, vous ne le referez plus, donc ça a une limite, alors que les capitaux immobiliers aujourd'hui sont très important, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je dis juste que les maires aujourd'hui des villes qui ont vu ces immobiliers après 10, 12, 15 ans partir complètement laissés à l'abandon avec plus de travaux qui sont faits et plus de capettes se sont dit moi je veux plus trop de découpe aujourd'hui. Et donc vous avez aujourd'hui des villes qui ne veulent plus que des promoteurs immobiliers fassent de la découpe et laissent des particuliers investir. Parce que le problème, si je comprends ce que vous dites, le problème c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, comme on découpe les 200 lots, plus personne n'est d'accord pour entretenir, plus personne n'est d'accord, n'arrive à se mettre d'accord en fait pour faire évoluer le bien, et donc on ne s'en occupe plus. Vous avez la structure opérationnelle qui a un bail de 9 ans ou 12 ans sur cette structure et qui va le gérer pendant 9 ans ou 12 ans, le temps de la défiscalisation. Au bout de 9 ans ou 12 ans, une fois que le travail est fait, que tout a été bien loué, que le rendement a été donné et que le particulier a pu défiscaliser, et ben vous avez des immobiliers qui sont laissés à l'abandon. Alors le pire, c'est qu'ils sont laissés à l'abandon, mais que comme il n'y a pas d'offre, vous avez toujours des jeunes qui vont habiter dans ces bouges. Excusez-moi, pour la grande majorité aujourd'hui, ceux qui ont été construits il y a 30 ans, sont des clapiers de 12 mètres carrés qui sont limite insalubres. Et c'est pas normal. Et ça, au niveau patrimonial pour une ville, c'est le meilleur moyen de se dire je ne veux plus d'étudiants. Donc ça ne nous aide pas aujourd'hui quand on veut en faire une classe d'actifs et qu'on pense qu'il faut absolument développer ce logement. Parce que malgré tout, ces jeunes qui sont dans ces logements-là, c'est l'avenir
de notre pays. Donc Bien il sûr, faut bien les traiter, il faut leur offrir des environnements de vie qui leur permettent de se développer, de s'accomplir quand on a entre 18 et 24, 25 ans. Ils se retrouvent dans des environnements qui sont absolument pas propres à un développement personnel. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, on est aujourd'hui dans une situation de blocage, mais si je comprends aussi ce que vous nous dites, c'est que personne n'a intérêt à court terme à régler le sujet. Mais en fait, si l'État veut laisser les jeunes Français habiter dans des environnements oui, c'est ça, qui il faut sont pas taper bien, du poing sur la table. Mais, oui, mais tout le monde. Oui, mais enfin, vous savez, quand à la dernière, la dernière annonce de ministre qui a eu lieu, il n'y avait même pas de ministre du logement, quoi. Il est arrivé un petit peu après comme secrétaire d'État. On ne sait pas bien, c'est pas un sujet. En fait, la construction, M. Macron n'aime pas la construction, et vous avez en plus aujourd'hui une équation économique qui est compliquée parce que des promoteurs qui construisent entre 10 000, 15 000, 20 000 logements chaque année, qui vont plus réussir forcément à les vendre en bloc à des investisseurs institutionnels et à des rendements très faibles. Quand on voit des taux d'intérêt ou des bons du Trésor qui arrivent à peu près au même niveau de rendement que de l'immobilier et de logement, ben en fait, vous allez même plus réussir à écouler ce que vous avez construit. Vous n'allez pas réussir à les vendre parce que la dette est devenue peut-être un peu trop chère pour certains ménages et ça ne répond pas à la problématique d'une offre qui ne va pas pour l'étudiant. Donc en fait, c'est un environnement qui n'est pas traité. C'est un sujet qui n'est pas traité. Est-ce que, en tant qu'investisseur, si je mets de côté le LMNP, donc on a compris effectivement que la vente à la découpe, ce que vous nous dites, c'est que ça ne rend pas service finalement au sujet du logement étudiant. D'autres véhicules, comme je ne sais pas moi, la SCPI, ou alors on parle beaucoup aussi également de la loi Censi-Bouvard, ça c'est des choses quand même qui peuvent favoriser quand même l'émergence d'une offre étudiante, enfin de logement étudiant un peu plus conséquente. Essayons, si on veut faire quelque chose d'intéressant, oui, de proposer à des investisseurs particuliers, comme c'est le cas dans les structures que vous citez, en tout cas les FCPI, ECPI, essayons de les mettre ensemble dans ces structures-là, mais sans leur dédier un logement. Permettons-leur d'investir dans une structure type fonds d'investissement, entre guillemets, dédié aux particuliers, dans lesquels ils auraient peut-être le même avantage fiscal, mais ils ne seraient pas sur un logement dédié, ils seraient dans un ensemble de fonds où ils auraient tout intérêt à ce que dans le temps, cet ensemble fructifie, voir comment on arrive à allier ça avec la défiscalisation, parce que nécessairement, quand on c'est ce qui attire une partie des investisseurs. C'est ce qui attire, quand elle est terminée, c'est ce qui attire plus. Il faut inventer autre chose. En tout cas, laissons la place à des investisseurs qui ont envie aujourd'hui de favoriser, de développer ce logement étudiant et d'en faire une classe d'actifs qui est une classe d'actifs partout dans le monde. Laissons-les en France la développer, laissons-les développer l'offre, favorisons les permis, favorisons ce développement. Ce sera tout bénéfice pour la France de demain. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mortier, d'être venu passer votre message sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Clay. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment bien travailler la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie? C'est la problématique qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Effectivement, la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque l'on souscrit un contrat, et pour autant, elle est indispensable, notamment en matière de succession ou de transmission de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Bonjour Thibaut Cassagne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Valérie, on va commencer avec vous. On va expliquer ensemble comment travailler cette clause bénéficiaire donc au sein de ce contrat d'assurance vie, les termes qui vont déterminer, j'ai envie de dire, les exceptions finalement à une clause type. Ça s'appelle clause bénéficiaire démembrée, clause bénéficiaire à option. Ça peut faire peur un petit peu comme ça, mais on va détailler tout ça. Juste avant, première question, cette clause bénéficiaire, à quoi sert-elle, Valérie Benz? Eh bien, grosso modo, elle permet à chaque souscripteur qui est assuré d'un contrat de décider à qui il va transmettre à son décès les capitaux restant sur le contrat d'assurance vie le jour où il vient à disparaître. C'est ça, donc il faut vraiment avoir en tête qu'un contrat d'assurance vie, avant d'être un véhicule d'investissement, c'est un outil de transmission de son patrimoine, c'est ça? Et donc on doit remplir une clause bénéficiaire à partir du moment où on souscrit un contrat d'assurance vie. En tous les cas, soit auprès de l'assureur, soit auprès de son notaire. D'accord. Par testament. Et alors, Thibaut Cassagne, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser? Est-ce que là, parce qu'effectivement, ça paraît assez simple comme ça, très bien, je souscris un contrat d'assurance vie, et puis je décide de transmettre, je sais pas, moi, à mon époux ou à mes enfants, et puis le problème est réglé, non? Ou il y a plus de questions que ça à se poser? Alors effectivement, en fait, quand on se pose et quand on réfléchit un petit peu sur la rédaction d'une clause bénéficiaire, ce qu'il faut, c'est en amont déterminer une stratégie patrimoniale, et pour la déterminer, il faut faire un audit global
et déterminer les objectifs patrimoniaux qui D'accord. vont pouvoir un petit peu permettre de déterminer cette clause pour qu'elle soit efficace. Parce qu'on peut avoir vraiment des clauses bénéficiaires différentes en fonction d'objectifs patrimoniaux complètement différents. Exactement. En fait, entre guillemets, on prépare sa succession. Donc globalement, on sait que quelle que soit la stratégie patrimoniale qu'on aura de son vivant, on a envie de transmettre aux mêmes personnes. Non, c'est pas toujours le cas? Alors, c'est pas toujours le cas, justement. On peut se servir de cette clause bénéficiaire, qui est ce qu'on appelle civilement hors succession, pour parfois désigner des personnes qui ne seraient pas forcément des héritiers réservataires, dans une certaine limite, évidemment. Et on peut vraiment moduler et faire du sur-mesure. C'est ça tout l'intérêt aussi de la clause d'assurance vie. Alors, on va rentrer un petit peu sur les cas particuliers, mais Valérie Benz, je vous pose la même question. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? C'est est-ce que je préfère mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants ou autre? Non, vous avez raison. Les bonnes questions à se poser, et là, c'est vraiment le travail de votre conseiller. C'est là où on voit la différence avec un bon conseiller qui va vous accompagner. La première chose, c'est de parler le langage du particulier, de se dire qui doit profiter de ce capital. D'accord. Ça, c'est la première question. À défaut de cette personne, si malheureusement cette personne vous prédécède, à qui souhaitez-vous que ça revienne derrière? Enfin, si cette personne n'en avait éventuellement pas besoin au moment où, en effet, les capitaux se libèrent, comment vous souhaiteriez que ça se passe? Puisqu'elle a, et on y reviendra, le droit de renoncer. D'accord. Si elle n'est pas là ou si elle est décédée, prédécédée, on peut avoir un droit de représentation, voire vous pouvez décider que ça revienne à ses enfants ou éventuellement à d'autres bénéficiaires. Donc en fait, dans la clause bénéficiaire, on peut faire une sorte de mini-testament lié à l'assurance vie, c'est-à-dire de donner des dernières volontés en lien avec la somme d'argent qui se trouve, en tout cas le capital qui se trouve sur l'assurance vie. Alors, si on veut le dire simplement, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est fait pour ça. On doit vous écouter, on doit vous comprendre, et compte tenu de votre situation patrimoniale et fiscale, et je crois que Thibault nous en parlera ensuite, on va pouvoir ajuster cette clause bénéficiaire, mais surtout, et je crois, je le répéterai, ce qu'il faut, c'est qu'on vous comprenne, que vos souhaits soient en effet bien pris en compte et bien retranscrits dans cette clause, et après, les professionnels qui vous entourent vont pouvoir vous donner des conseils quant à sa rédaction, voire la rédiger, vous accompagner dans sa rédaction et intégrer des solutions d'optimisation fiscale. Mais alors, Thibault, question, je suis allé regarder mon contrat d'assurance vie avant de faire cette émission. Moi, il y a une clause type dans mon contrat d'assurance vie qui est la même dans tous les contrats et qui a l'air de couvrir l'intégralité du possible, justement, de tout ce qui pourrait arriver si je venais à décéder. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler cette clause? Exactement. Alors en fait, effectivement, on s'aperçoit que bien souvent, la majorité de nos clients ont opté pour la clause standard. Alors qu'en réalité, si on prend un peu de recul, c'est pas toujours la plus efficace. Pourquoi? Parce que finalement, quand j'opte pour la clause standard, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le conjoint survivant, il va recueillir les capitaux, et le conjoint survivant, bien souvent, il va avoir plus de 70 ans. Et quand il va... Oui, parce que la clause type, c'est mon conjoint, ou à défaut mes enfants, à naître ou à naître, et ainsi de suite. Et en fait, on remonte progressivement. Exactement. Et sauf qu'on observe dans la réalité que le conjoint survivant, il va bien souvent avoir plus de 70 ans quand il va recueillir les capitaux. Et là, c'est dommage, parce que si jamais il ne se sert pas de ses capitaux, il se dit, tiens, je vais essayer de le retransmettre, mais je n'aurai pas d'exonération particulière. Puisque je rappelle que tout l'intérêt du contrat d'assurance vie, c'est une fiscalité favorable avant ses 70 ans, puisqu'on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, avec une petite taxation au-delà. Donc ça ne sert à rien d'hériter d'un contrat d'assurance vie après 70 ans, c'est ça? Alors, c'est-à-dire que si on hérite d'un contrat d'assurance vie après 70 ans, on va recueillir les capitaux, mais si on veut le retransmettre après, ça sera beaucoup moins efficace. Bien sûr, voilà. Oui, je comprends. Exactement. Et donc à ça, on peut avoir un peu une parade. Si je suis vraiment dans l'objectif de protéger mon conjoint survivant tout en faisant profiter fiscalement de mes enfants de la fiscalité de l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire démembrée. On y arrive. Et alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée? Alors j'imagine que dans démembrement, ça veut dire qu'on va diviser la propriété finalement entre deux bénéficiaires? Exactement, c'est exactement ça. Alors c'est un peu le mot barbare juridique pour dire que finalement c'est simple. La transmission va s'articuler en deux temps. Dans un premier temps, c'est le conjoint survivant qui va recueillir l'intégralité des capitaux. D'accord. Il en aura la pleine disposition. C'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. Et puis, dans un second temps, au décès de ce conjoint survivant, les enfants pourront récupérer ces capitaux que le conjoint survivant a perçu via la clause, en franchise totale le droit de succession, puisqu'ils pourront dire au notaire nous avons une créance sur le patrimoine du conjoint survivant, et cette créance, évidemment, qui est égale au montant du capital qui a été perçu par le conjoint survivant. Donc en fait, si je comprends bien, cette clause bénéficiaire démembrée, ça permet d'ajouter deux bénéficiaires successifs. Exactement, deux bénéficiaires successifs, mais tout l'intérêt de cette clause, c'est que les enfants du propriétaire, quand ils vont percevoir
au décès du conjoint survivant les capitaux, il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire. Et je rajouterai que finalement, en matière fiscale, la clause bénéficiaire démembrée, elle est particulièrement efficace puisque les enfants vont profiter indirectement de la fiscalité de l'assurance vie. D'accord. Et voire même avec un petit gain fiscal en plus, puisqu'ils auront une assiette réduite si jamais je donne indirectement plus de 152 500 € à mes enfants par l'effet du démembrement. Et alors justement, parce que quand on parle de démembrement dans cette émission, on en parle souvent en matière d'immobilier, démembrement de propriété, il y a des nus propriétaires, il y a des usufruitiers, c'est le même fonctionnement en assurance vie vu que c'est le même terme, c'est ça? Exactement, c'est le même fonctionnement mais qui est appliqué à la clause bénéficiaire. Donc ça, c'est la clause bénéficiaire démembrée. Il y a également la possibilité de rajouter des options, Valérie Benz. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire à option? Alors, comme son nom l'indique, elle donne finalement aux bénéficiaires désignés une option, le choix de prendre tout ou partie du capital. Alors souvent, pour simplifier les choses, c'est un pourcentage. Nous, alors je vais parler de nous, puisque notre pratique, on conseille 0, je n'ai pas besoin du capital, 25, 50, 75 ou 100%. Donc du coup, le bénéficiaire, par exemple le conjoint, puisqu'on on évoquait le conjoint, va pouvoir, au moment où il va percevoir ses capitaux, juste avant, le droit, en tout cas, percevoir le droit de percevoir ses capitaux, décider de prendre tout ou partie de ce capital. Alors, ça a quand même de gros avantages, puisque s'il n'en a pas besoin, eh bien le reste ira aux autres bénéficiaires. Ça évite ce qu'a évoqué tout à l'heure Thibault, à savoir d'être au-delà de 70 ans taxé sur des capitaux qui peuvent être transmis avec... Dont on n'a pas besoin et qu'on a envie de transmettre. Donc souvent pour des parents avec des enfants, j'en ai pas besoin, mes enfants en ont besoin. Pourquoi aller faire autrement? Donc ça a quand même un gros avantage. Ça permet aussi de différer la décision. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 35, 40, 50 ans, 60 ans, vous faites un contrat d'assurance vie, vous avez en effet des besoins qui sont clairement identifiés, et puis vous venez à disparaître à 80 ans, ou à 70 ans, 75 ans, votre conjoint a à peu près le même âge. Bien sûr. Savoir à 40, 50 ans ce dont vous aurez besoin à 75, 80, oui, c'est notre métier, et on y veille. Mais la réalité peut quand même être différente parce qu'il peut se passer un tas de choses. Et donc ce jour-là, vous pourrez décider en toute connaissance de cause de combien vous avez besoin et décider de la part que vous allez prendre. Donc en fait, ça revient à laisser la décision, non pas à celui qui a souscrit le contrat d'assurance vie, mais au bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Oui, absolument. Alors celui qui souscrit le contrat d'assurance vie, il décide quand même de vous laisser le choix. Bien sûr, oui. Voilà. C'est quand même son argent. Voilà. À défaut, ou sur le reste de l'option, ce que vous n'avez pas pris dans le cadre de l'option. Si je prends 25%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là aussi, c'est à vous de décider. C'est vous qui décidez, non pas celui qui perçoit. Mais c'est bien le souscripteur assuré qui décidera que les capitaux restants, une fois que l'option aura été prise, iront aux enfants, aux frères et sœurs s'il n'y a pas d'enfants, enfin bref, et pourront aller au-delà. Petite question comme ça se passe bien dans les familles quand il y a une clause de bénéficiaire à option? Alors ça fait partie en effet de notre travail. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des situations familiales où on ne va pas le proposer. Puis il ne faut pas oublier que finalement, l'option, elle est proposée aux bénéficiaires de premier rang, par exemple. Bien sûr, oui. Et les autres ne sont pas censés savoir que si oui. Tout le monde n'est pas au courant en amont que du capital, le reste vous reviendra. D'accord. N'oublions pas, c'est quelque part le même cas que si je renonce. Je peux toujours renoncer. Bien sûr. Si je renonce, ça ira à d'autres personnes qui ont été désignées dans le contrat. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire et d'explication avec nos clients. Qu'est-ce que ça représente si le premier bénéficiaire renonce ? Ou en cas de renonciation d'un des bénéficiaires. Et là, en effet, le même sujet va se poser, mais les autres ne sont pas censés savoir que vous pouvez renoncer et que du coup, ils vont récupérer. D'accord. À moins que le souscripteur du contrat d'assurance vie l'ait dit, normalement, effectivement, vous ne savez pas. Vous avez évoqué justement la renonciation. Thibault, clause de renonciation, quelle différence par rapport à une clause bénéficiaire à option où justement on peut décider de renoncer à une partie du capital? Alors là, en fait, c'est un petit peu différent. La renonciation, on va dire que c'est une stratégie pour le bénéficiaire. D'accord. Si demain, je suis, admettons, conjoint survivant et j'hérite des capitaux, je peux me poser la question suivante, avant justement d'accepter les capitaux et la clause, de me dire, est-ce que finalement, ce serait peut-être pas plus avantageux que ces capitaux
eh bien finalement je passe mon tour et que ce soit les bénéficiaires de son courant, bien souvent les enfants. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec l'espérance de vie qui s'allonge, et c'est une bonne chose, tant mieux, les gens ont tendance à hériter beaucoup plus tard. Et finalement, l'argent qu'ils vont recueillir, c'est pour le redonner ensuite aux enfants. Donc là, c'est vrai que fiscalement, ça peut être particulièrement pertinent puisque je laisse ma place et je laisse profiter potentiellement de l'abattement 152 500 € potentiellement à mes enfants. Tout à fait. Et un point important, c'est que du coup, la grosse différence aussi, c'est que l'option, vous pouvez avoir une option, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 25, 50, 75 ou 100%. D'accord. Quand je renonce de la totalité du... Mais si je reviens sur l'option, c'est moi qui décide 0, 20, 30, non, il faut 40. que ce soit prévu. Il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit écrit. Oui. D'accord. On peut décider que l'option ne s'appliquera pas à 100%, par exemple. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez décider d'un certain nombre de choses. Donc ça se rédige. Vous pouvez, dans ce cas-là, vous allez mettre plusieurs bénéficiaires de premier rang. Bien sûr. Et laisser éventuellement une option à un des bénéficiaires. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et effectivement, je dirais qu'en fait, en réalité, soit on a vraiment en amont, avec son conseil, réfléchi à une clause bénéficiaire, on a éventuellement prévu une clause bénéficiaire démembrée, de l'option, etc. Soit finalement, c'est la clause type, et alors là, vraiment vigilance pour le bénéficiaire. Avant d'accepter, il faut qu'il se pose sa question. Et si jamais le conseil suit vraiment la famille sur les générations, essayez de lui faire entendre qu'il a tout intérêt plutôt à laisser sa place et à renoncer, évidemment, pour faire profiter typiquement les enfants. Et je précise, quand on renonce à un contrat d'assurance vie, il faut le faire avec un formulaire dédié de la compagnie, puisqu'il y a des modalités particulières. Si on écrit mal, si j'écris « je renonce au profit d'eux », c'est considéré comme une donation. Donc voilà, vigilance aussi. Bien sûr. Et donc là, il y a effectivement une fiscalité qui s'applique. Exactement. Ça peut. Donc je réagissais tout à l'heure sur ce que vous disiez, Valérie, sur l'entente entre les familles. Thibaut, petite question piège en 30 secondes. J'ai vécu toute ma vie avec une personne, j'ai eu 4 enfants avec cette personne, je divorce et ensuite j'ai un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe et donc mécaniquement dans ma clause type de bénéficiaire, tout revient à cette personne. Donc c'est là, par exemple, c'est dans des cas comme celui-là, dans des situations familiales un peu complexes où il faut... travailler sur une clause un peu personnalisée. Exactement. Et d'où l'intérêt de faire un peu le bilan, peut-être tous les 2-3 ans, de la clause bénéficiaire, puisqu'elle se modifie à tout moment. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'une situation potentiellement de famille recomposée. Et là aussi, quand admettons, si je mets mon conjoint, effectivement, si je me remarie... je déshérite mes enfants, en tout cas, de la partie d'assurance vie. Oui, c'est ça. Et donc là aussi, il faut faire aussi attention, parce que si je désigne mon conjoint avec le nom du conjoint et qu'officiellement je me suis remarié, ça peut poser quelques soucis. Donc là aussi, toujours pareil, essayez de faire évoluer la clause en fonction de l'évolution de la situation patrimoniale. Valérie Benz, oui. Et n'oublions pas que vous avez toujours le choix de faire plusieurs contrats d'assurance vie. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc avec plusieurs bénéficiaires. Et bien sûr. Et donc vous pouvez vous arranger, et je pense que c'est toujours le meilleur conseil, pour ne déshériter aucun de vos enfants, tout en organisant votre patrimoine de telle sorte à aussi protéger votre nouveau conjoint. Et c'est toute la subtilité de ces clauses bénéficiaires lorsqu'elles sont bien rédigées et qu'on peut mettre en œuvre plusieurs contrats d'assurance vie. Dernière question, Valérie Benz. Il faut la vérifier combien de fois, tous les combien, cette clause bénéficiaire? Tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans? Il n'y a pas de règle absolue. J'ai envie de vous dire qu'il faut la vérifier régulièrement. Dès que la situation familiale se modifie, bien évidemment. Dès que vous avez une évolution même de vos revenus, de votre patrimoine, de toute façon, ça se travaille au quotidien. Nous, on a coutume de dire qu'on se voit au moins à minima une fois par an, donc c'est l'occasion de faire le tour du patrimoine et donc des clauses bénéficiaires. Donc oui, je pense qu'une fois par an, c'est pas mal. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Merci également Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.